vous devez le voir dans les médias, dans la presse, les cyberrisques sont de plus en plus à l'honneur. Et effectivement, l'une des réponses qui est apportée depuis maintenant quelques années, c'est la cyberassurance. Donc l'objet de cette présentation, c'est de balayer un petit peu les cyberrisques, pour voir un petit peu ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, et analyser cette réponse de la cyberassurance qui peut être une réponse, mais qui n'est pas forcément la seule réponse. Donc avant de commencer, simplement je me présente. Donc Pierre Craponne, je suis avocat au sein du cabinet Choiset Associés, et cette présentation est organisée par l'IFPAS, qui est un institut de formation spécialisé dans l'assurance. Donc comme je vous le disais, je commencerai cette présentation par un point de synthèse sur les cyberrisques. Qu'est-ce qu'on entend par cyberrisque? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux et diversifiés? On se penchera ensuite plus avant sur la cyberassurance, donc voir en quoi consiste cette cyberassurance, quelles sont les différentes formes que peut prendre ce type d'assurance. Et enfin, je vous parlerai des autres moyens pour lutter ou pour prévenir les cyberrisques, puisqu'effectivement la cyberassurance n'est pas forcément la seule réponse, même si c'est une réponse qui est efficace. Donc sur les cyberrisques, effectivement, donc comme je le rappelais en introduction, ce sont des risques nouveaux qui ont tendance à se développer, on le voit beaucoup dans les médias, et ils sont autant diversifiés dans leur forme, dans leurs moyens, c'est ce que je développerai dans un premier temps, et ils sont également multiples, ce qui justifie qu'on ait recours à des méthodes comme la cyberassurance. Donc en ce qui concerne la diversité des cyberrisques, on a tout d'abord une première distinction à faire entre ce qu'on appelle les cyberattaques et ce qu'on appelle les failles de protection des données. Je pense que vous avez tous entendu parler des problématiques de protection des données depuis l'entrée en vigueur du RGPD, du Règlement général sur la protection des données. C'est là aussi un sujet qui est réellement d'actualité. Et en ce qui concerne les cyberattaques, ce sont des attaques typiquement informatiques qui vont avoir des objectifs différents. Ça peut être du vol de données, du détournement de fonds, du blocage d'activités. On va revenir sur l'ensemble de ces détails. Tout au long de ma présentation, je vous rappellerai des exemples concrets qui sont parus dans la presse, notamment les affaires Mondelez et Della Paper, qui concernaient une cyberattaque via un ransomware, mais également les sanctions prononcées par la CNIL depuis l'entrée en vigueur du RGPD, avec au premier plan la sanction de Google à hauteur de 50 millions d'euros, qui est une relativement exemplaire en droit français, et européen d'ailleurs. Mais également, on parlera un petit peu plus en détail des problématiques d'atteinte aux données. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à appréhender. On a du mal à comprendre ce qu'est exactement une donnée et comment on peut le chiffrer dans le cadre d'une évaluation de préjudice. Alors comme je vous le disais, on a d'abord une diversité de formes qui touche plus spécifiquement les cyberattaques. On a par exemple les attaques par phishing, ce qu'on appelle le hameçonnage, qui se fait en général par l'intermédiaire du téléchargement d'un fichier malveillant qui peut vous être envoyé par mail ou être présent sur une clé USB, ou également par de la communication d'informations. Alors ça peut être via un formulaire que vous allez remplir, vous allez communiquer des informations, derrière on va l'utiliser pour lancer une attaque par mail ou par clé USB. Vous avez également ce qu'on appelle les DDoS, les Denial of Service, donc les dénis de service, qui sont finalement des attaques qui vont consister d'une manière générale, parce que là encore on a une grande diversité de formes, des attaques qui vont consister à surcharger les serveurs, alors et finalement à les faire saturer, voire les faire exploser à la fin. Le hacker n'a pas d'avantage direct à passer par cette voie d'attaque, mais c'est une attaque qui en général est là pour masquer une autre attaque ou pour servir d'élément déclencheur pour une autre attaque. On a notamment l'exemple du malware RetaDup qui est passé effectivement par une série de botnets pour attaquer les serveurs de la gendarmerie française. L'attaque a pu être contenue relativement rapidement, mais effectivement on était passé par des botnets alors aux États-Unis, en Amérique du Sud, qui ont tous lancé à distance une attaque simultanée contre le serveur de la gendarmerie. Un autre exemple de cyberattaque, on a l'attaque, ce qu'on appelle par l'homme au milieu. Donc là,
dans ce type de situation, le hacker va finalement interférer entre un client et un serveur, généralement pour détourner des informations ou éventuellement se faire passer, par exemple pour quelqu'un d'une entreprise, pour un PDG, pour un responsable comptable, et générer des détournements de fonds. Le principal exemple de cyberattaques que vous voyez dans la presse, ce sont les ransomware que je mentionne. Alors là, c'est à nouveau une attaque qui va consister, d'une manière générale, à bloquer et à crypter les informations sur un ordinateur ou sur un serveur, et derrière, vous envoyez une demande de rançon en vous donnant en contrepartie la clé de décryptage. Donc vous voyez, on a beaucoup de formes différentes de cyberattaques. On a également des buts différents pour ces cyberattaques. Donc comme je vous le disais, en fonction de l'attaque choisie, ça peut être un blocage d'activité. Alors ça peut être soit dans le cadre d'un ransomware pour obtenir une rançon, soit pour des questions de concurrence, bloquer l'activité d'un concurrent. Ça peut être également des problématiques de vol de données. Donc ça, on le voit assez régulièrement en assurance. Alors pas encore sur des cyberattaques, mais sur des vols de portefeuilles de courtage notamment, qui peuvent à terme se faire par l'intermédiaire de cyberattaques, mais également des détournements de fonds, comme je vous l'expliquais, avec des hackers qui vont se faire passer pour des personnes de l'entreprise via divers moyens. On a également une diversité dans les moyens qui sont utilisés. Donc j'ai déjà évoqué la différence entre les attaques ciblées et les attaques massives, qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs. On a des attaques qui peuvent se faire directement par des logiciels malveillants. On a également alors un point qui est important et qui est très difficile à appréhender, ce qu'on appelle le social engineering. C'est une méthode qui va consister pour les hackers à mobiliser alors ça peut passer par des micros, par de la capture de mails, par de la capture d'informations, d'écoutes téléphoniques, etc., à capter des informations sur les personnes directement, notamment pour découvrir les mots de passe, pour découvrir les identifiants. Alors ça peut être en écoutant les dates de naissance, les dates de mariage, etc., pour craquer derrière des codes. Donc là aussi, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Pour les exemples un petit peu plus ludiques, on a vu notamment des cas de piratage de pompes à essence connectées, donc qui permettaient aux hackers de détourner éventuellement les fonds, les revenus de ces pompes à essence. On a également un exemple plus topique aux États-Unis d'une intrusion à l'intérieur d'un casino, donc à l'intérieur des serveurs du casino, encore pour des objectifs de détournement de fonds, sachant que le hacker était passé initialement par le système de filtration des aquariums, qui était connecté à l'ensemble du serveur, et qui lui a permis finalement de s'infiltrer. Donc on a vraiment des problématiques qui se développent, notamment avec l'IoT, ce qu'on appelle l'Internet des objets, avec tous les objets connectés qu'on voit. On donne finalement des portes d'entrée aux hackers si les systèmes ne sont pas correctement sécurisés. Ensuite, au-delà de la diversité des cyberrisques, on a également une multiplicité de ces cyberrisques. Alors effectivement, je le rappelais en introduction, on a des cyberattaques qui sont déclarées, qui sont médiatisées, alors ce qui est une bonne chose, puisque ça permet derrière de lutter efficacement contre des attaques qui seraient similaires. Mais on voit que c'est quelque chose qui se développe énormément. On a notamment les affaires Mondelez et DLA Piper. Donc Mondelez est un géant international dans l'agroalimentaire, DLA Piper est un cabinet d'avocats international également. Ces deux sociétés se sont faites attaquer par un ransomware, le ransomware NotPetya. Alors on n'a pas d'informations détaillées sur ces attaques. Le litige concernait surtout des contentieux avec les assureurs sur lesquels je reviendrai quand je vous parlerai de cyberassurance. Mais pour donner un simple exemple, pour Mondelez, cette cyberattaque, le préjudice découlant de cette cyberattaque a été évalué à environ 100 millions d'euros de pertes. Donc voilà, vous voyez à quel point ces cyberattaques peuvent être dévastatrices pour des sociétés. On a également l'exemple de Facebook qui a été victime d'une attaque en 2018, puisqu'un hacker avait pris le contrôle d'environ 50 millions d'utilisateurs de Facebook et avait pu avoir accès aux données personnelles, aux informations, contrôler les comptes, etc. Plus récemment, M6, également en octobre de cette année, a été victime d'une attaque similaire qui a totalement bloqué son activité. Alors elle a pu trouver d'autres moyens et répondre rapidement à cette attaque,
mais là encore, on voit que personne n'est à l'abri. Le dernier exemple que je cite, c'est la ville de Baltimore, qui a été victime aux alentours du mois de juin d'une attaque massive qui a bloqué toute la ville pendant plusieurs semaines. Et là encore, c'était un ransomware qui effectivement a bloqué toutes les installations de la ville et qui a généré des difficultés. Le préjudice a été évalué à peu près à 18 millions d'euros. Donc voilà, donc effectivement, on a énormément de cyberattaques qui sont recensées et des cyberattaques qui sont souvent d'ampleur importante. Parallèlement à ces attaques réelles, organisées par des hackers ou des groupes de hackers, on a également de nombreuses sanctions fondées sur le RGPD, donc des sanctions sur les manquements pour les protections des données. Donc je vous rappelais en introduction la sanction de Google à hauteur de 50 millions d'euros pour défaut de transparence, défaut d'information. Et il a été reproché à Google également de ne pas avoir de base légale pour recueillir le consentement des utilisateurs. On a des exemples également en ce qui concerne Amazon et Apple, qui ont été sanctionnés par rapport aux analyses comportementales qu'ils faisaient, et ce qui a donné lieu à une interdiction désormais des cases précochées. Donc maintenant, sur les sites internet, vous ne devez plus trouver de cases précochées pour votre consentement pour la collecte des données. Donc voilà pour les exemples des GAFAM, donc les plus importants utilisateurs. Donc on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont essentiellement ciblés par la CNIL pour ce qui concerne la France, et d'une manière plus générale par toutes les autorités de contrôle en matière de protection des données. Vous avez d'autres acteurs qui sont moins emblématiques sur la scène internationale, mais qui sont également concernés. Donc, je vous citais l'exemple d'Active Assurance, qui est un courtier qui s'est vu sanctionné à hauteur de 180 000 euros pour un défaut de sécurisation des données collectées. Donc là encore, on a un courtier d'assurance qui manipule énormément de données. Si les données ne sont pas sécurisées, on a un réel problème en matière de conformité avec le RGPD. De la même manière, Sergic, qui est un promoteur immobilier, un gestionnaire immobilier, a été sanctionné à hauteur de 400 000 euros. Alors, cette fois, on avait à nouveau une atteinte à la sécurité des données, mais également un non-respect des durées de conservation des données. Donc, vous voyez que les sanctions sont aussi très variées sur ce point-là. Dernier point donc, qu'on a déjà un petit peu évoqué, sur la dimension internationale de ces attaques et de ces manquements au RGPD et leur ampleur. Donc l'ampleur, vous l'avez vu avec les sanctions et avec les préjudices subis par les victimes, mais en ce qui concerne la dimension internationale, on a une réelle problématique, parce qu'effectivement le RGPD aurait déjà une réglementation européenne, mais on est sur des préjudices pour lesquels on n'arrive pas à identifier l'auteur nécessairement, et à partir du moment où ça touche Internet, on est nécessairement sur des problématiques internationales. D'où l'intérêt d'harmoniser au maximum les règles avec un maximum de pays. Donc le RGPD est un premier pas dans cette direction avec une harmonisation à l'échelle européenne, mais on le voit notamment aux États-Unis, puisque Amazon et une centaine d'autres intervenants ont mis en place une pétition en réclamant un RGPD américain pour plus de sécurité, pour avoir un réel cadre juridique sur leurs activités. Donc, compte tenu de ce développement très important des cyber-risques, effectivement, la première réponse à apporter, c'est la cyberassurance via des garanties d'assurance spécifiques qui apparaissent nécessaires. Donc je vais développer deux idées principales. Tout d'abord, la forme que prend cette cyberassurance. Donc est-ce qu'on va être plutôt sur des polices dédiées spécifiques ou sur des extensions de garantie, également sur l'utilité et l'efficacité de la cyberassurance. Donc sur les formes que peuvent prendre la cyberassurance. Donc effectivement, une question se pose entre les polices dédiées ou les extensions de garantie. Donc on a plusieurs possibilités. Le principe général en matière d'assurance, c'est un principe d'efficacité de la police d'assurance. C'est un principe qui découle à la fois de la réforme du droit des obligations, mais également des règles du droit des assurances. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on souscrit une police d'assurance, l'objectif c'est de couvrir un risque. Si la police est inadaptée, on a un problème de responsabilité du point de vue de l'assureur.
Alors on a plusieurs affaires dans lesquelles les personnes qui étaient victimes de cyberattaques n'étaient couvertes que par une police multirisque classique. Et il apparaît que ces polices sont généralement insuffisantes et inadaptées. Alors c'était le cas notamment des affaires Mondelez et DLA Piper que j'évoquais en première partie, puisqu'effectivement on était sur des polices alors qui ne visaient pas spécifiquement le cyber-risque. Alors on se rattachait à des garanties de responsabilité, sauf qu'il fallait identifier une faute de l'assuré, donc ce qui est compliqué. Comme faute, on peut imaginer une faille de sécurité, une mauvaise sécurisation du système, mais la société qui plus est victime va avoir du mal à indemniser la totalité des victimes, enfin de ses clients, en cas de faille de sécurité. On peut également se rattacher à des garanties dommages, mais là encore, on a une problématique en matière de définition des biens assurés. Est-ce que les données sont bien couvertes par la police multirisque classique ou pas, et est-ce que les pertes immatérielles sont également couvertes par ces contrats-là. Donc on a réellement un problème d'adaptation des polices génériques à ces problématiques de cyber-risque. Dans les affaires Mondelez et DLA Piper, on avait notamment un débat qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, mais sur l'exclusion des actes de guerre, parce qu'on considérait, enfin les assureurs en tout cas, ont pu considérer qu'une cyberattaque était considérée comme un acte de guerre. Sauf que exclure les actes de guerre dans une police cyber n'est pas envisageable si on considère que toutes les attaques cyber sont un acte de guerre. Ça revient finalement à souscrire une police qui n'a jamais vocation à jouer. D'où l'intérêt de se tourner alors d'abord vers des extensions de garantie. Donc on peut très bien imaginer une police multirisque classique avec une extension cyber. Mais cette extension sera souvent imparfaite, déjà parce que on a un premier point sur la limitation des garanties, sur les montants, puisque effectivement, comme je l'expliquais en introduction, on a une problématique sur les cyberattaques qui concerne le quantum des préjudices. Il faut s'assurer que la police est adaptée en matière de montant. Si on a des pertes économiques qui se chiffrent en millions d'euros et que le plafond est à 1 million d'euros, très sincèrement, la police d'assurance, enfin l'assureur en tout cas, risque de voir sa responsabilité engagée pour avoir vendu une police qui n'était pas adaptée. On a également une seconde limitation, puisque cette extension va rester soumise aux conditions générales de la police générique. J'entends par là, au-delà du plafond, les exclusions générales, comme je le rappelais avec les actes de guerre notamment. Donc compte tenu de ces limites des extensions de garantie, il semble préférable de se tourner vers des polices cyber dédiées, donc des polices qui seront réellement adaptées à la fois au cyber-risque, mais aussi à l'activité de l'assuré. D'une manière générale, pour des risques qui sont spécifiques et une activité spécifique, il est indispensable de se tourner vers une police qui sera réellement adaptée à ce risque-là. En plus de ça, on a l'avantage, quand on est sur une police spécifique, de pouvoir échanger avec l'assureur et d'adapter le contrat. On sera plus sur un contrat, ce qu'on appelle d'adhésion, un contrat type pour lequel l'assuré n'aura juste qu'à apposer sa signature. On va être sur un vrai contrat de gré à gré, avec une négociation des garanties, un rachat des risques, une modulation du plafond moyennant une adaptation de la prime d'assurance. Et on aura réellement à la fin un contrat qui sera adapté. Parce qu'effectivement, le risque cyber n'est pas le même pour une entreprise, pour un groupe multinational ou pour un artisan. Il est nécessaire d'adapter le contrat d'assurance en fonction de l'activité de chacun. Donc j'en viens maintenant à l'utilité et à l'efficacité de la cyberassurance. Donc, comme je le disais, la cyberassurance offre d'abord des garanties qui seront adaptées à ces sinistres spécifiques. Donc, notamment en termes d'exclusion, on ne pourra pas exclure les attaques par le biais les actes de guerre, etc. On ne pourra pas les exclure dans une cyberassurance sous peine de voir la police s'appliquer dans sa totalité sans aucune exclusion si ces exclusions sont inadaptées et ne sont pas notamment formelles et limitées comme l'exige le Code des assurances. On a également une adaptation dans les montants, puisqu'il faut prendre en compte à la fois les préjudices, le montant des sanctions pécuniaires, même si leur assurabilité fait encore débat. Et on peut également prévoir dans ces polices des méthodes de valorisation des pertes qui seront arrêtées dès le début, dès la souscription de la police, et du coup qui ne feront pas débat au moment du sinistre.
On a également un point important pour des garanties qui sont vraiment uniques et qui sont propres au cyber-risque. Je pense notamment à la garantie gestion de crise. Parce qu'effectivement, quand on subit une cyberattaque, le point le plus important, c'est la réactivité. Il faut absolument que cette crise soit gérée rapidement, d'une part pour s'assurer de la protection des données et s'assurer que les données ne partent pas, ne soient pas volées par le hacker ou le groupe de hackers, mais également pour sécuriser le système et éviter que l'attaque ne se propage à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais également aux partenaires. Et dernier point, il y a une gestion de l'incidence médiatique. Parce qu'effectivement, je pense notamment à l'attaque de Facebook en 2018, qui a vu 50 millions qui a touché 50 millions d'utilisateurs. Dès le lendemain, Facebook avait chuté en bourse de 3%. Donc on est réellement sur une nécessité de prendre en charge cette gestion de crise. Et les polices cyber offrent notamment cette possibilité via la mise en place d'analyses forensiques, de fournitures d'entrepreneurs, de spécialistes qui vont pouvoir gérer rapidement ces situations. Dernier point important qui me permet de faire une transition sur la suite de ma présentation, ces polices cyber spécifiques sont également le moyen de renforcer la prévention et la sécurisation en amont. Parce qu'effectivement, de la même manière qu'une police d'assurance classique, l'assureur va exiger un certain niveau de sécurité avant de garantir le risque. Je fais un parallèle avec une assurance habitation, tout ce qui est le plus classique. À partir du moment où vous ne fermez pas votre porte à clé, où vous n'avez pas de système de télésurveillance ou d'alarme, les garanties peuvent ne pas s'appliquer. Pour une cyberassurance, c'est exactement la même chose. L'assureur va vouloir exiger que l'entreprise ait mis en place des antivirus, que les systèmes d'information soient à jour, etc. Donc l'assurance est aussi un levier vers ces autres moyens de prévention des cyber-risques. Donc effectivement, la cyberassurance, elle est efficace, elle permet de garantir en cas de sinistre, mais elle a toutefois des limites que je vais développer, ce qui m'amène à développer les mesures complémentaires. Donc je dis bien complémentaires, qui doivent s'ajouter à la cyberassurance, qui apparaissent également indispensables. Donc en ce qui concerne les limites de la cyberassurance, effectivement, l'assurance, d'une manière générale, ne peut offrir que ce qu'elle a. J'entends par là que l'assurance reste un moyen curatif par nature. Il faut attendre que le sinistre se réalise pour que l'assurance intervienne et puisse réparer les sinistres s'ils sont couverts. Mais effectivement, la garantie d'assurance n'empêche pas le sinistre de se réaliser. Et on a toute une série de préjudices qui sont causés par des cyberattaques qui ne sont pas réparables par de l'argent finalement. Je pense notamment à la violation de la confidentialité, des informations confidentielles qui seraient révélées au grand jour. Effectivement, on peut envisager une prise en charge par l'assureur a posteriori, une compensation pécuniaire, mais il n'empêche qu'une donnée confidentielle est souvent sous-évaluée quand on doit la chiffrer. De la même manière pour le préjudice d'image. On peut effectivement réparer ce préjudice d'image, on a énormément de contentieux sur la réparation de ce préjudice d'image, mais une fois que l'image est atteinte, il est très difficile de pouvoir la rétablir. On a une autre limite sur les montants en jeu, parce qu'effectivement, comme je l'expliquais, les cyberassurances vont prévoir des plafonds de garantie qui seront plus adaptés à ces garanties, mais il n'empêche que les cyberattaques causent des dommages très très importants. Comme je vous disais tout à l'heure, pour Mondelez, ça se chiffrait en centaines de millions d'euros. Donc on arrive à des situations où même l'assureur ne peut plus suivre et ne peut plus garantir la totalité des sinistres. En plus de ça, comme je le rappelais également, on a toute la problématique des sanctions administratives qui sont prononcées par la CNIL ou d'autres autorités. Et effectivement, ces sanctions ne sont en principe pas assurables. On a certaines polices qui le prévoient, mais on a une mention qui est sujette à débat. On nous dit en général, on peut couvrir les sanctions administratives, les sanctions pécuniaires, à condition qu'elles soient assurables selon la réglementation applicable. Donc on est un petit peu sur une situation
contradictoire, puisqu'on vous dit qu'on vous remboursera les sanctions pécuniaires, sauf si elles ne sont pas assurables. Or, en l'état, elles ne sont a priori pas assurables. Donc on va peut-être avoir une évolution législative sur ce point-là, mais pour le moment, on a une vraie limite de l'assurance sur ce point-là. Sur l'évaluation du montant des préjudices, là aussi, on a une réelle difficulté, puisqu'on ne sait pas exactement combien vaut une donnée. On peut également envisager une limitation par la faute de la victime. Est-ce que l'entreprise avait suffisamment sécurisé son système ou pas? Donc on a tout un débat sur l'évaluation du montant des préjudices. Dernier point, les assureurs, donc une fois qu'ils ont indemnisé leur assuré, envisagent généralement des recours contre les responsables. En matière de cyber-risque, les responsables, en tout cas les responsables premiers, les auteurs des cyberattaques, ne sont généralement pas identifiés. On passe en général par des groupes, c'est très très compliqué d'identifier l'auteur, donc l'assureur n'aura pas de recours. C'est aussi la raison pour laquelle les montants seront limités en termes de plafond de garantie. Pour répondre à Nathalie qui m'interroge sur le montant des garanties à stipuler, malheureusement, j'ai pas de réponse générale sur cette question-là, puisque ça dépend, comme je l'indiquais, à la fois de l'activité de l'entreprise, donc à savoir quel est le risque finalement de perte en cas de cyberattaque, et ça dépend également de l'attaque en question. Si on est sur une attaque qui va bloquer l'activité et que vous êtes sur une activité entre guillemets en flux tendu, effectivement chaque jour de perdu du fait du blocage de l'activité va avoir des répercussions immédiates sur le chiffre d'affaires. A contrario, si on est sur une attaque qui consiste en du vol de données et que finalement vous n'avez pas tant de données que ça, le plafond peut être réduit. Donc j'en arrive aux mesures complémentaires indispensables, et ce qui va me permettre de répondre à Fabrice sur l'audit de cybersécurité préalable. Effectivement, en ajout des polices cyber, il est indispensable de mettre des mesures de prévention, donc des mesures préalables de prévention. Alors c'est un principe qui est fondamental dans le RGPD. C'est le principe de gouvernance, alors ce qu'on appelle le privacy by design ou security by design. Le RGPD promeut l'idée d'intégrer cette notion de sécurité et cette notion de protection des données dès la conception du produit d'assurance. Alors du produit d'assurance ou même du système d'information. D'une manière générale, à partir du moment où on met en place un système d'information, il faut s'assurer qu'il est sécurisé, que ce soit en termes de cyberattaque ou en termes de protection des données. La conséquence de cette gouvernance mise en place par le RGPD, c'est effectivement l'absence de contrôle préalable de la CNIL. Donc les systèmes sont mis en place en interne par les entreprises, par les acteurs. La répercussion de ça, c'est que les sanctions derrière, comme vous l'avez vu, sont beaucoup plus importantes. Donc la CNIL exige un certain niveau de sécurité qui n'est pas précisé, mais en tout cas, si les entreprises ne sont pas en conformité avec le RGPD en matière de protection des données, les sanctions par la suite seront très lourdes. On peut penser également à des systèmes de sécurité du système, bien entendu. Les systèmes doivent absolument être à jour et doivent être efficaces. Donc ça peut passer par des tests réguliers. C'est là que j'en reviens effectivement à l'audit de cybersécurité qui était évoqué. Puisqu'effectivement, il est nécessaire, au moment de souscrire une cyberassurance, de savoir si le système est suffisamment sécurisé. L'assureur ne va pas garantir si vous n'avez pas d'antivirus, si vous n'avez pas de version informatique à jour. D'où l'importance d'une mise en conformité à la fois juridique, par rapport au RGPD, mais également logicielle et technique. Donc ça, ce seront les DPO notamment, qui vont être en charge de ces problématiques-là, les Data Protection Officers, qui sont une nouvelle profession finalement mise en place par le RGPD, et qui ont vocation à s'assurer de la sécurité des systèmes d'information, des systèmes informatiques. Au-delà de ces mesures réellement techniques, donc pour lesquelles il est absolument indispensable de faire appel à un prestataire spécialisé qui a vocation à sécuriser les systèmes, on a également une problématique de sensibilisation.
avoir une problématique à la fois en interne et externe. La sensibilisation en interne va passer par des mises en garde de l'ensemble des collaborateurs et des salariés, alors à la fois sur les mails reçus, sur les clés USB qui peuvent être données ou offertes, sur les liens suspects qui peuvent transiter soit en interne, soit par des mails externes. Également sur des demandes inhabituelles, je vous renvoie à l'exemple que je citais tout à l'heure, sur un hacker qui va se faire passer pour un dirigeant ou une personne décisionnaire de l'entreprise pour demander un virement sur un RIB qui n'était pas enregistré. Donc il faut absolument s'assurer que la personne qui vous envoie le mail est bien la personne qu'elle prétend être. Alors ça peut être compliqué en pratique, mais c'est quelque chose d'important. On a pu notamment voir des hypothèses de détournement finalement de fraude, avec des adresses mail sur lesquelles une seule lettre différait par rapport à l'adresse mail générique de l'entreprise. Et effectivement, si on ne prête pas attention à ces détails, les conséquences peuvent être importantes. En ce qui concerne la sensibilisation en externe, c'est une sensibilisation qui va concerner les partenaires. Parce qu'effectivement, à partir du moment où l'un des partenaires d'une entreprise verra son système informatique compromis, les répercussions peuvent être très rapides sur l'ensemble de ses propres partenaires. Donc c'est pour ça que cette sensibilisation est indispensable, parce qu'effectivement, je parlais des GAFAM tout à l'heure, les Facebook, LinkedIn, que ce soit les grosses compagnies d'assurance, les gros courtiers d'assurance ou autres, sont sensibilisés à ces problématiques-là. En revanche, les structures plus petites, les PME, etc., sont réellement ciblées par les hackers, puisqu'elles sont à nouveau des portes d'entrée vers des réseaux plus importants et vers des retombées plus importantes. C'est pour ça que cette sensibilisation est absolument indispensable. Donc en synthèse sur cette petite présentation, ensuite je vais prendre vos questions. Donc le cyberrisque se développe effectivement de plus en plus et de plus en plus vite. On voit toujours sans cesse de nouvelles formes de cyberattaques. La cyberassurance est donc une réponse qui semble nécessaire pour couvrir les pertes résultant de ces cyberattaques et tenir compte de ces évolutions, d'où l'intérêt de passer par une police réellement dédiée à ce risque-là. De la même manière qu'on a des polices dédiées pour d'autres risques particuliers, notamment, je pense notamment à la responsabilité des dirigeants, qui est une police réellement à part de la responsabilité classique de l'entreprise. Donc c'est des polices qui réellement deviennent de plus en plus indispensables. Mais toutefois, cette cyberassurance n'est pas le seul moyen à prendre en compte et n'est pas suffisante finalement pour sécuriser, pour se prémunir contre les cyberrisques, puisqu'elle ne garantit que les conséquences. Elle ne lutte en aucun cas contre les causes des cyberrisques. D'où l'intérêt d'avoir recours à la sécurisation, la prévention et la sensibilisation de l'ensemble des partenaires, des salariés, des collaborateurs, qui doivent absolument s'adjoindre à la cybersécurité. À la cyberassurance, pardon. En revanche, l'assurance, comme je l'expliquais, est un excellent levier vers ces mesures-là. Donc il faut plus voir la cyberassurance comme un moyen plutôt qu'une fin en soi. Donc je vous remercie pour votre écoute et comme je l'indiquais, je vais donc répondre à vos questions qui sont nombreuses. Donc sur l'audit de cybersécurité, une question posée par Fabrice, effectivement c'est quelque chose qui est indispensable et l'assureur peut absolument l'imposer. Alors ça peut être soit par la communication d'un audit que vous aurez fait préalablement, soit par un audit diligenté par l'assureur. Mais effectivement, ces audits sont quasi systématiques, ne serait-ce que dans l'appréhension du risque, de la même manière qu'une assurance de dommages. Un assureur qui va couvrir un bâtiment pour l'incendie doit nécessairement savoir le contenu, la superficie, etc. En matière informatique, il fera appel à un spécialiste pour vérifier l'étendue du risque à couvrir. En ce qui concerne les méthodes de valorisation des pertes, donc là encore c'est un petit peu la même chose que pour les plafonds de garantie. Alors effectivement, je parlais dans le contrat d'assurance de prévoir ces méthodes de valorisation. C'est un petit peu compliqué de répondre de manière abstraite à cette question-là, parce qu'on a justement plusieurs types de préjudices qui sont à envisager. On a d'abord des pertes d'exploitation. Donc là, d'une manière générale, c'est assez normalisé et assez, entre guillemets, facile à appréhender par les assureurs. On va parler des pertes occasionnées pendant le temps de la cyberattaque. Donc là, on n'a pas réellement de
de questions là-dessus. En revanche, en ce qui concerne les méthodes de valorisation pour les pertes de données, donc on voit de plus en plus d'articles qui paraissent sur la valorisation des données, mais là encore, ça va dépendre de la nature des données que vous manipulez et de la quantité des données. Parce qu'une donnée en elle-même n'a pas forcément de valeur. Si je vous donne mon prénom, ça n'a pas de valeur. En revanche, si vous avez mon prénom, mon nom, mon métier, le lieu où j'habite, etc., là, ça a une valeur parce que ça peut avoir des retombées commerciales derrière. Donc en fait, plus on va collecter de données sur une personne, plus ces données collectées ensemble vont avoir de la valeur. Mais pour vous donner une méthode de valorisation générique des données, sans connaître le type d'activité, c'est relativement compliqué. En ce qui concerne donc le plafond, donc effectivement le plafond de 3 millions d'euros, c'est un plafond qui est relativement souvent utilisé, mais là encore, c'est pas forcément quelque chose qui est arrêté. Le contrat d'assurance reste un contrat, donc il peut être débattu, que ce soit un contrat d'assurance ou un contrat de cyberassurance plus spécifique. Donc en matière de plafond, on a effectivement des clauses types dans tous les contrats d'assurance. Ces plafonds peuvent absolument être augmentés, nécessairement moyennant l'augmentation de la prime, de même que des exclusions peuvent être rachetées, les franchises peuvent être réduites voire annulées. C'est quelque chose qui est totalement contractuel. Donc il ne faut pas s'arrêter à la pratique et aux clauses types. En ce qui concerne la responsabilité, donc effectivement, une question posée par Adeline, si on passe par un prestataire type SaaS pour la mise en place du site. Effectivement, ce prestataire a une responsabilité pour la sécurisation des données, mais à partir du moment où vous exploitez le site internet, vous êtes également considéré comme responsable du traitement, et donc vous avez une responsabilité à ce titre. Ça fait partie des principaux apports du RGPD, qui considère que chaque personne qui traite des données, donc le traitement c'est quelque chose de très basique, c'est collecter des données et les utiliser d'une manière schématique. Donc à partir du moment où vous utilisez les données, vous avez l'obligation de sécuriser les données. Alors effectivement, il y aura des responsabilités partagées entre la personne qui s'occupe du système informatique, le DPO, le dirigeant de l'entreprise, le prestataire externe. Toutes ces personnes vont être co-responsables, mais la responsabilité de l'un n'enlève pas la responsabilité de l'autre. Alors, on a un parallèle qui est fait avec les risques industriels. Donc effectivement, on a alors c'est ce que je disais, la cyberassurance n'est pas forcément très très différente des assurances classiques. L'objectif de l'assureur est effectivement de savoir ce qu'il couvre. Ça fait partie de ses obligations. Il a notamment l'obligation de se renseigner sur le risque, de se renseigner sur l'entreprise, sur son activité, etc. C'est finalement un échange au titre du devoir d'information de l'assureur. L'assureur doit poser des questions à son assuré. L'assuré doit lui répondre loyalement. Donc effectivement, en matière de risque industriel, on a des évaluations qui sont faites par des cabinets d'expertise pour l'évaluation des capitaux. Il existe également des sociétés spécifiques, alors, dont j'ai pas les noms, et c'est pas non plus mon rôle de faire forcément de la publicité pour ces sociétés-là, mais vous avez effectivement des entreprises qui sont spécialisées et qui vont intervenir, c'est ce que je disais sur l'audit, qui vont intervenir pour vérifier la sécurisation du système et éventuellement évaluer le risque si les données venaient à être atteintes. Alors si le dirigeant n'a pas souscrit de responsabilité du dirigeant, donc là c'est une problématique qui est indépendante en matière qui est indépendante de la problématique cyber. On a deux polices qui sont vraiment distinctes. On a les polices cyberassurance, donc qui vont couvrir ce que je développais, les cyberattaques, les vols de données, etc. Et on a les polices, alors ce qu'on appelle RCMS, responsabilité civile des mandataires sociaux, qu'on appelle aussi DNO, Director and Officer. Donc c'est des polices qui vont couvrir toutes les responsabilités qui peuvent être reprochées, enfin qui peuvent être pour lesquelles le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée à titre personnel. Donc ça peut être des fautes de gestion, ça peut être un défaut de sécurisation de la société, pas forcément uniquement informatique, mais on voit de plus en plus de contentieux où la responsabilité de la société est recherchée et la responsabilité du dirigeant en parallèle.
Ça suppose de démontrer une faute qui lui est propre, un préjudice qui est réel et qui est en lien avec cette faute directe du dirigeant. Il faut montrer que le dirigeant a agi en dehors de son rôle de dirigeant. Enfin, on a tout un tas de conditions qui doivent être respectées. Mais c'est une police qui est totalement indépendante. Là encore, c'est une police qui, à mon sens, est importante, mais qui dépend avant tout du type de société et du type d'activité de la société. Parce qu'effectivement, souscrire une police qui va couvrir la responsabilité du dirigeant alors qu'il est seul dans la société, etc., c'est pas forcément indispensable. Donc là, c'est une analyse à faire sur l'activité. Alors sur les points de vigilance, sur les clauses à vérifier dans les polices d'assurance, indépendamment des actes de guerre, on est d'accord, c'est plus réellement un sujet. Les clauses à vérifier, alors j'attire votre attention sur un point important, sur les définitions. C'est des clauses qui ne sont pas forcément toujours très revues par les assurés du moins. Mais effectivement, il est très important de définir à la fois les limites du système d'information, les données qui sont collectées, et également l'activité. Donc c'est très très important de définir ces points-là, parce que derrière, l'ensemble des clauses seront basées sur ces définitions, qui sont en général rappelées dans les premiers articles de la police. Donc là, c'est très important. Sur les exclusions également, donc indépendamment des actes de guerre, je l'ai bien compris, sur les exclusions, il faut s'assurer que les exclusions sont claires. Pour faire simple, la seule lecture de la clause d'exclusion doit vous permettre d'identifier dans quelle situation la garantie sera exclue. À partir du moment où la clause d'exclusion n'est pas suffisamment claire, est trop large ou trop floue, elle n'aura pas vocation à s'appliquer. Mais pour éviter des débats et des contentieux, il faut effectivement discuter de ces clauses d'exclusion. Le dernier point important, effectivement, sur une question plus comptable et financière, sur les questions des plafonds et des franchises, c'est relativement important de vérifier les besoins de la société, mais ça ne pourra être analysé correctement qu'une fois qu'un audit aura été fait. Alors sur la responsabilité du dirigeant qui peut éventuellement être mise en cause sur le fait de ne pas avoir souscrit de cyberassurance, alors ça peut être un motif. On a vu des cas sur notamment des entreprises qui n'avaient pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, je pense aux problématiques de construction. Donc effectivement, on a une sanction du dirigeant qui est possible, mais là encore, ça va dépendre de l'activité. Souscrire une police de cyberassurance, c'est indispensable pour certaines sociétés qui manipulent énormément de données. C'est intéressant pour d'autres sociétés qui veulent se prémunir d'un blocage d'activité ou autre. Mais en revanche, c'est d'autres sociétés pour lesquelles la cyberassurance n'est pas indispensable, ce qui n'empêche pas que derrière, elle puisse subir une cyberattaque. Parce que la cyberassurance a quand même un coût, et on voit notamment beaucoup de PME qui sont touchées par ces cyberattaques, qui derrière mettent la clé sous la porte, pour parler un peu, pour parler clairement, mais effectivement, souscrire une cyberassurance quand on est une PME, c'est pas nécessairement une priorité. Donc sur ces questions-là, effectivement, il faut s'assurer que la cyberassurance est adaptée à l'activité. Alors, est-ce que l'audit préalable doit répondre à la méthodologie EBIOS-RM recommandée par l'ANSSI? Alors effectivement, c'est intéressant de suivre les recommandations de l'ANSSI, également les recommandations de la CNIL sur l'audit préalable. On n'a pas de normes absolument obligatoires sur ces audits. Je parle des audits de cyberassurance, enfin en lien avec la cyberassurance, bien entendu, parce que vous avez notamment les organismes d'importance vitale, les OIV, qui eux doivent renforcer leur sécurité informatique. En revanche, sur l'audit préalable mis en place par l'assureur, il a avant tout pour objectif de permettre à l'assureur de s'assurer qu'il a une parfaite connaissance de l'étendue du risque qu'il sera amené à couvrir. Donc c'est pour éviter derrière un débat sur une éventuelle fausse déclaration intentionnelle ou une exclusion ou un plafond de garantie inadapté. C'est vraiment le rôle de l'assureur de s'assurer que la police est adaptée au risque couvert. Donc on en a terminé sur cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour toutes vos questions qui étaient très intéressantes. Et je vous invite, si besoin, à consulter
le replay de la présentation qui sera mis en ligne sur Webikeo.